Mon nom est Serafina Langley. J'ai 60 ans, et je ne le dis pas avec fierté, je le dis avec épuisement. Les gens pensent que le temps est censé guérir. Ce n'est pas le cas. Pas quand le passé frappe à vos murs de chambre à 3 heures du matin. Je vis maintenant dans un quartier tranquille de l'Ohio, un endroit où les voisins saluent et cuisinent des tartes. Mais personne ne sait ce que je porte dans mes os, ce que je vois quand je ferme les yeux. Je n'avais que 9 ans quand ça a commencé. Ma mère était morte de pneumonie l'hiver précédent. Mon père Henry Langley avait dû prendre des doubles quarts à la scierie juste pour survivre. Il quittait la maison à 6h45 précise. La porte claquait, puis le bruit de son camion descendant notre allée gravillonnée. Et toujours, dans les 5 minutes, la serrure de la porte du couloir cliquetait. Ce son, c'était le début de tout. À cette époque, nous vivions dans une maison de briques d'un étage à la périphérie de Steubenville, près de la rivière. Mes frères Gareth, Lowell et Tyran étaient pratiquement adultes. Gareth avait 16 ans, costaud comme notre père, avec des mains lourdes et un tempérament. Lowell avait 15 ans et était silencieux, toujours à observer. Tyran, le plus jeune d'entre eux, venait d'avoir 14 ans. Les gens disaient souvent que nous étions une belle famille, mais derrière ces sourires se cachait une maladie qui grandissait sans contrôle. Quand mon père partait chaque matin, il se déplaçait comme des ombres silencieux et rapides. J'essayais de disparaître dans les coins, de me recroqueviller au fond du placard à linge ou de prétendre être malade. Mais il me trouvait toujours. Gareth est celui qui dirigeait. Toujours. Il disait « Nous t'apprenons l'amour. Ne veux-tu pas être aimé ?» Et si je pleurais, Lowell me maintenait pendant que Tyran murmurait « Arrête de te battre. Serafina, arrête simplement. » Mais comment arrêter la peur quand elle rampe sous votre peau? La première fois que c'est arrivé, je me souviens du soleil traversant les rideaux. Je me souviens des oiseaux gazouillant dehors. Ce jour-là, mon père avait embrassé mon front et dit « Sois forte pour moi, bébé. » Et j'ai hoché la tête, parce que pouvais-je faire d'autre? Il ne savait pas. Il ne voulait pas savoir. Je pense qu'une partie de lui voyait les bleus, la façon dont je tressaillais quand Gareth passait, la façon dont ma voix disparaissait pendant le dîner, mais il n'a jamais demandé. Peut-être qu'il était trop fatigué. Peut-être qu'il leur faisait trop confiance. Ce matin-là, Gareth est entré dans la cuisine pendant que je versais des céréales. « Pas de lait aujourd'hui, » a-t-il dit, frappant la boîte hors de ma main. J'ai reculé, mais il a saisi mon poignet si fort que j'ai senti quelque chose craquer. Tyran se tenait à la porte, les bras croisés. Lowell a fermé les rideaux. Et juste comme ça, la pièce s'est transformée en cellule de prison. La table de cuisine est devenue la scène de mon premier silence. Après, Gareth m'a donné une serviette et m'a dit de me nettoyer. J'avais encore école ce matin-là. « Ne rends pas papa soupçonneux, » dit-il, comme si je lui devais la normalité. J'ai marché vers l'école ce jour-là comme un fantôme. Je ne pouvais pas sentir mes jambes. Je ne pouvais rien sentir. Mon enseignante, Mme Carmichael, m'a demandé pourquoi je boitais. Je lui ai dit que j'étais tombée dans les escaliers. Elle a hoché la tête. Préoccupée, mais pas assez pour fouiner. Personne n'a jamais fouiné. C'est devenu un modèle. Gareth menait, Lowell me maintenait, Tyran finissait. Puis ils prétendaient tous que ça n'était jamais arrivé. J'ai appris à feindre des sourires. Comment disparaître en pleine vue? Comment ne jamais parler? Le silence est devenu mon bouclier. Mais même les boucliers se fissurent. Surtout quand vous êtes une petite fille qui hurle dans un oreiller avec 3 frères aînés qui disent « Personne ne te croira ». Et pendant des années, personne ne l'a fait. Pas mes enseignants, pas mon père, pas même moi-même. Ça a continué comme ça pendant 4 années de plus. Chaque jour de semaine matin. Après le départ de mon père, je comptais les pas dans le couloir, priais pour que la serrure se bloque, espérais que quelqu'un frappe à la porte. Personne n'est jamais venu. Le pire n'était pas la douleur, c'était la trahison. J'avais aimé mes frères autrefois. J'avais ri avec eux, construit des bonshommes de neige avec eux, partagé des bols de popcorn pendant les dessins animés du samedi. Mais après ce premier matin, chaque son dans la maison ressemblait à un conte à rebours vers la terreur. Ils m'ont volé mon enfance, ma confiance, ma voix. Et quand j'ai finalement eu 14 ans, Gareth est parti pour l'université. Et ça s'est juste arrêté. Comme si on avait éteint un interrupteur. Ils ne se sont jamais excusés. Ils n'ont même jamais mentionné ça. Tyran m'a une fois tapoté le dos et dit « Tu t'en es bien sorti, n'est-ce pas ?» Et c'est là que j'ai réalisé qu'ils ne pensaient pas avoir fait quelque chose de mal. Pour eux,
Je n'étais jamais une sœur. J'étais juste quelque chose qu'il pouvait utiliser, et cela m'a brisé plus que tout. Après que Gareth soit parti pour l'université, je pensais que le cauchemar était enfin terminé. Je me suis accrochée à cet espoir comme un enfant s'agrippant au bord d'une falaise. Pendant des semaines, je n'ai pas entendu le clic de la serrure du couloir. Je n'ai pas vu Lowell bloquer la lumière du soleil avec des rideaux fermés. Je n'ai pas tressailli quand Tyran entrait dans la pièce. Je me suis laissé croire que j'étais libre. J'ai même souri à nouveau. Mais l'espoir est dangereux. Parce que juste quand j'ai commencé à respirer, Lowell s'est assis au bord de mon lit un matin et a dit « Ça te manque, n'est-ce pas ?» Je me souviens d'avoir figé. Confuse. La façon dont on t'aimait te manque. Ce mot amour sonnait comme du poison dans sa bouche. Mon cœur battait fort. J'ai essayé de me lever, mais il a attrapé mon poignet, de la même façon que Garel le faisait. « Ne fais pas comme si tu n'avais pas aimé ça, a-t-il murmuré. Tu es différente maintenant. Jolie. C'est à ce moment que j'ai réalisé que le cycle n'était pas terminé. Il avait juste changé de forme. Lowell n'attaquait pas comme Gareth. Il était calme, méthodique, calculateur. Avec Gareth parti, il n'avait plus besoin de partager le pouvoir, il l'était. Tyran le suivait, comme toujours, mais maintenant leur rythme était différent. Il n'y avait plus besoin que tous les trois me maintiennent. Lowell contrôlait avec des mots, avec des menaces concernant mon père. Si tu le dis à quelqu'un, papa perd tout. Tu le sais, n'est-ce pas? Il a assez de douleur depuis la mort de maman. Je détestais à quel point cela fonctionnait. Je ne voulais pas blesser mon père. Alors je suis restée silencieuse. Tyran jouait le rôle du suiveur confus. Je ne veux plus faire ça, marmonna-t-il une fois, debout dans le couloir pendant que Lowell s'approchait de moi. Alors pars, a claqué Lowell, mais il ne prétend pas être meilleur. Parfois, Tyran restait. Parfois, il sortait. Mais il ne l'a jamais arrêté. Ce silence, ce refus d'agir, le rendait tout aussi coupable. Peut-être même plus, parce qu'il savait. Et pourtant, il s'est détourné. J'ai commencé à dormir avec une chaise poussée contre la poignée de porte. Certaines nuits, je ne dormais pas du tout, je fixais juste par la fenêtre, les yeux grands ouverts, comptant les heures jusqu'au matin. L'école est devenue mon échappatoire. Mes enseignants pensaient que j'étais douée parce que je restais toujours après pour lire. Mais je n'étais pas intelligente. Je me cachais juste. Les livres étaient ma bouée de sauvetage. Ils me donnaient des personnages qui se battaient, des gens qui criaient et étaient entendus. Je les enviais. Je voulais être comme eux. Un après-midi, notre conseillère scolaire, Madame Danvers, m'a appelée. « Tu as été silencieuse dernièrement, Séraphina. Plus que d'habitude. Est-ce que tout va bien à la maison ?» Je l'ai regardée. Mes lèvres tremblaient. Les mots sont presque sortis. Presque. Mais j'ai vu les yeux de Lowell dans mon esprit. Ne ruine pas cette famille. J'ai forcé un sourire. Tout va bien. Madame Danvers m'a observé longtemps. Elle savait. Je pense qu'elle savait. Mais elle n'a pas insisté. Et je suis retournée en classe, portant toujours mon silence comme une malédiction. Je me souviens d'un matin pendant l'hiver juste avant mon 15e anniversaire. Je me suis réveillée. Et quelque chose en moi s'est brisé. Peut-être était-ce la façon dont Lowell me regardait comme un objet. Peut-être était-ce le fait que Tyran n'avait plus l'air honteux. Ou peut-être que j'étais juste fatiguée. Si fatiguée. Ce matin-là, quand Lowell s'est avancé vers moi, j'ai crié. Fort. Plus fort que je ne l'avais jamais fait dans ma vie. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge brûle. « Tais-toi » a-t-il sifflé. « Tu vas réveiller les voises. » Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à crier, à griffer, à donner des coups de pied. J'ai renversé une lampe, lancé une chaussure. Il m'a giflé fort. Le sang a rempli ma bouche, mais pourtant, j'ai crié. Tyran est entré en courant, les yeux écarquillés. « Arrête là » a crié Lowell. Mais Tyran est resté figé. J'ai continué à crier jusqu'à ce que je ne puisse plus m'entendre. Quelque chose a changé ce jour-là. Ils ne m'ont plus touché. Pas pendant des mois. Pas après ça. Parce qu'ils ont finalement vu quelque chose qu'ils n'avaient pas vu avant, la peur dans mes yeux. Oui, mais aussi la rage. Ce cri m'a acheté du temps, mais pas la liberté. Lowell a commencé à m'éviter, mais la menace planait toujours dans l'air. Il est parti pour l'école de métier plus tard cette année-là, et Tyran était le seul qui restait. Seul, il était hésitant, presque coupable. Il a essayé d'être gentil.
Il frappait à ma porte, m'apportait des bonbons, essayait de faire la conversation. Je ne répondais pas. Je verrouillais ma porte chaque nuit. Mais la culpabilité peut pourrir plus lentement que la douleur. Une nuit, Tyran a glissé un mot sous ma porte. Je suis désolé, disait-il. J'étais un lâche. Je ne savais pas comment l'arrêter. Je l'ai brûlé. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais que quelqu'un prenne ses responsabilités. Mais personne ne l'a jamais fait. Pas alors. Pas maintenant. Même après toutes ces années, je me demande encore quel genre d'hommes ils sont devenus. Est-ce que Gareth a parlé de moi à sa femme? Est-ce que Lowell serre sa fille dans ses bras sans culpabilité? Et Tyran? Écrit-il encore des excuses qu'il n'envoie jamais? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Après le départ de Lowell, mon monde est devenu silencieux mais pas paisible. Tyran était toujours dans la maison, et bien qu'il ne me touche plus, sa présence me donnait la chair de poule. Il essayait d'agir normalement, comme si nous étions juste un frère et une sœur ordinaire maintenant. Il me demandait si je voulais de l'aide pour mes devoirs, si je voulais faire du vélo jusqu'au magasin. Je ne répondais jamais. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait fait, c'était Notasso l'avait permis. Le silence est complicité, et il le portait comme une seconde peau. J'ai arrêté de manger à table. Je mangeais dans ma chambre. Seule. J'ai arrêté de regarder la télévision dans le salon. Je restais à l'étage. La maison ne ressemblait plus à un foyer, elle ressemblait au reste d'un champ de bataille. Chaque mur, chaque planche murmurait des souvenirs que je ne voulais pas entendre. Et mon père? Il n'en avait toujours aucune idée. Il embrassait toujours mon front la nuit. Il m'appelait toujours son petit rayon de soleil. Je détestais que j'aime encore mon père. Cela semblait être une trahison envers moi-même. Comment pouvais-je aimer quelqu'un qui ne voyait pas la tempête inondant notre maison? Parfois, je me demandais ce qu'il voyait. Avait-il remarqué la façon dont je tressaillais au bruit de pas forts? La façon dont je ne pouvais pas regarder mes frères dans les yeux? La façon dont je ne portais jamais de manches courtes en été? Ou s'était-il entraîné à ne pas poser de questions? Une fois, je l'ai testé. Je suis venue dîner avec un bleu sur mon poignet, fraise et violet. Il l'a regardé et a dit « Encore maladroite ?» Hein? J'ai hoché la tête, et il a continué à manger. C'était la nuit où j'ai arrêté de tester. Il n'était pas prêt à voir. Ou peut-être qu'il l'avait déjà fait et ne pouvait simplement pas supporter le poids. De toute façon, j'ai arrêté d'essayer. Mon amour pour lui s'est étompé, mais il n'a jamais disparu. Parce qu'au fond, je pense que je savais il était brisé, lui aussi. Juste d'une manière différente. L'école est devenue mon seul refuge. Je me suis inscrite à tous les clubs parascolaires que je pouvais. Débats, théâtre, conseils étudiant n'importe quoi pour me garder hors de cette maison, ne serait-ce que pour quelques heures. C'est alors que j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Son nom était Mademoiselle Hay, notre nouvelle professeure d'anglais. Elle avait la trentaine, portait des écharpes vives, et parlait comme si ses mots comptaient. Un jour après la classe, elle a demandé si elle pouvait lire une de mes nouvelles à haute voix. J'ai paniqué. L'histoire concernait une fille enfermée dans une maison avec des monstres à peau humaine. J'ai dit non. Elle a souri et dit « Tu écris bien la douleur, Séraphina. Ce n'est pas facile. » J'ai presque pleuré. Personne ne m'avait jamais vue avant. Pas comme ça. J'ai commencé à rester après la classe pour l'aider à organiser des livres. Un après-midi, elle a dit « Tu n'as pas à me raconter ton histoire, mais tu devrais l'écrire. Entièrement. Même les parties dont tu as peur. » C'était la première fois que je l'envisageais la liberté sur une page. Cette nuit-là, j'ai sorti un vieux cahier de composition et écrit 4 mots sur la première page. Mes frères m'ont blessé. Ma main tremblait. J'ai fixé la phrase jusqu'à ce que les larmes la brouillent. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai écrit pendant des heures. Tout. La porte du couloir. Le silence du matin. Les bleus. Les supplications. La rage. J'ai rempli 30 pages en une séance. Mon poignet me faisait mal, mais ma poitrine se sentait plus légère. Pour la première fois, j'avais l'impression de riposter, de me battre. Le lendemain, j'ai apporté le cahier à l'école, bien caché dans mon sac à dos. Je ne prévoyais pas de le montrer à qui que ce soit, mais juste l'avoir là me faisait me sentir puissante. Ce vendredi-là, Mademoiselle Shelley a annoncé un concours d'écriture pour toute l'école. Thème: vérité non dite. Mon cœur s'est emballé. Je savais ce que je devais faire, mais j'avais peur. Et si quelqu'un la lisait et riait? Et s'il ne me croyait pas? Mais d'un autre côté, et s'il le faisait? J'ai soumis l'histoire anonymement. J'ai changé les noms. J'ai rendu le cadre vague. Mais la vérité pulsait dans chaque mot. Une semaine plus tard,
Les résultats ont été affichés devant le bureau du principal. Première place. Mes jambes ont fléchi. Manette Shelley m'a trouvée dans le couloir, souriant. « Tu es courageuse », a-t-elle murmuré, même si personne ne le sait encore. Je voulais la serrer dans mes bras, mais je ne pouvais pas. Je n'avais serré personne dans mes bras depuis des années. Cet après-midi-là, pendant l'assemblée, l'histoire gagnante a été lue à haute voix. J'étais assise dans la foule, le cœur tonnant. Quand la ligne est venue, il verrouilla la porte du couloir après que Père soit parti travailler. J'ai senti des yeux scanner la salle, cherchant l'auteur. J'ai gardé la tête baissée. Mais à ce moment, je n'avais pas peur. Je n'avais pas honte. J'étais en colère. Et cette colère ressemblait à du feu dans mes poumons. J'avais parlé. Pas à haute voix, mais assez fort. Et pour la première fois depuis des années, le silence n'a pas gagné. Après l'assemblée, l'air à l'école a changé. Des chuchotements flottaient dans les couloirs. Tu as entendu cette histoire. Elle semblait si réelle. Qui crois-tu l'a écrite? Personne ne m'a deviné. Pourquoi le ferait-il? J'étais la silencieuse, la fille qui s'asseyait au fond et gardait ses manches longues même au printemps. Mais j'observais la façon dont les étudiants réagissaient. Certains semblaient hantés. Certains semblaient validés comme si peut-être ils n'étaient pas les seuls non plus. Mademoiselle Shelley n'a jamais confirmé que c'était la mienne. Mais elle hochait la tête chaque fois que nos yeux se rencontraient, une sorte de reconnaissance silencieuse. C'était suffisant. Pour la première fois, j'ai compris le pouvoir de raconter une histoire. Cela pouvait déplacer la honte, la rendre à ceux qui la méritaient. Pourtant, quand je rentrais à la maison, je cachais encore le cahier. Mon père ne savait pas. Tyran ne demandait pas. Je gardais tout enfermé dans une boîte à chaussures derrière la chaudière. Mais les mots étaient vivants maintenant, non. Et je n'étais plus la même. Le comportement de Tyran a changé après cela, subtil, mais perceptible. Il frappait plus doucement. Il a commencé à cuisiner le dîner parfois, à nettoyer sans qu'on lui demande. Un soir, pendant que papa travaillait tard, il a laissé une part de tarte devant ma porte. Je l'ai jetée. Je ne lui faisais pas confiance. Et plus que ça, je ne voulais pas de pardon. Pas de lui. On ne peut pas demander à être pardonné d'avoir incendié une maison, juste parce qu'on a essayé de balayer cendres. Un soir, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. Pas fort juste de doux sanglots derrière une porte verrouillée. Une partie de moi voulait ressentir quelque chose. De la pitié, peut-être. Mais il n'y avait rien. Mon cœur était un lac gelé. J'avais été piégée dessous trop longtemps. Mademoiselle Shelley m'a prise à part après la classe une semaine plus tard et a dit « Aimerais-tu que j'appelle quelqu'un ?» Je savais ce qu'elle voulait dire. Les autorités. Peut-être même les services sociaux. Mes lèvres ont bougé. Le mot oui était presque là, mais il n'est jamais sorti. Je n'étais pas prête à faire exploser le monde dans lequel je vivais. C'est ce que signaler aurait fait tout brûler. Mon père aurait été anéanti. Le nom de notre famille aurait été ruiné en ville. Tyran aurait été envoyé au loin. Peut-être Lowell aussi. Peut-être même Garès si la chronologie remontait assez loin. Et que me resterait-il? Un cratère là où ma vie avait été. Je n'étais pas assez courageuse encore. Pas alors. Alors j'ai secoué la tête. Non, je veux juste finir l'école. Mademoiselle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je crois qu'elle le pensait. Cela signifiait plus que tout. La vérité est que les survivants ne veulent pas toujours être secourus. Parfois, ils veulent juste quelqu'un pour témoigner du feu et dire « Tu n'es pas folle. Ça brûle vraiment. » J'ai alors décidé que je m'en sortirais à mes propres conditions, tranquillement, mais avec un but. Et quand je partirai, je ne regarderai jamais en arrière. J'ai commencé à planifier. J'ai postulé à des universités hors de l'État loin. Des endroits avec des arbres qui ne me rappelaient pas la maison. J'ai économisé l'argent du déjeuner, sauté les trajets en bus pour marcher et empocher le tarif. J'ai même obtenu un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale pour ranger les livres. Chaque dollar était de l'espoir. Chaque lettre d'acceptation était de l'oxygène. J'ai tout gardé caché, rangé dans des dossiers derrière des manuels, où personne ne pouvait les atteindre. Le jour où ma première acceptation est arrivée bourse complète pour une université dans l'Oregon, je me suis assise dans les toilettes de la bibliothèque et j'ai sangloté. Pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'ai réalisé que j'y étais presque. Je pouvais m'échapper. Je pouvais respirer à nouveau. Au dîner ce soir-là, j'ai dit à papa que j'avais été acceptée. Il a souri largement, fier, tirant ses figuiers en pleine bouchée. Il savait.
Nous n'avons pas échangé un mot, mais le message était clair. Je partais. Et il ne pouvait pas suivre. Cette nuit-là, j'ai dormi sans pousser la chaise contre ma porte. Première fois en 6 ans. 2 mois avant mon départ, Gareth est rentré pour une visite. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il semblait plus âgé, plus large, mais ses yeux étaient les mêmes. Froid. Calculateur. La seconde où il a franchi la porte, quelque chose en moi s'est tordu. Wab, a-t-il dit, me regardant. Tu as grandi. Ma peau a picoté. Mon père rayonnait, inconscient. Elle part bientôt à l'université. Gareth a souri. Fille d'université, hein? Je parie que tu es populaire. J'ai forcé un sourire, mais mes mains tremblaient sous la table. Cette nuit-là, j'ai verrouillé ma porte. Je n'ai pas dormi. J'ai écouté les pas. Et quand aucun n'est venu, j'ai finalement relâché le souffle que je retenais. Gareth est parti 2 jours plus tard, mais la vieille peur qu'il portait ne l'a pas fait. Elle ne le fait jamais vraiment. Elle se cache juste plus profondément. Pourtant, je me suis rappelé, je partais aussi. Bientôt. Et quand je le ferai, la maison, les fantômes, les frères, le silencieux seraient tous derrière moi. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Partir n'était pas ce que je pensais que serait. J'avais imaginé que traverser cette frontière d'État se sentirait comme se débarrasser d'une seconde peau, comme sortir de prison et entrer dans le soleil. Mais quand le Greyhound s'est éloigné de Steubenville, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas acclamé. Je suis resté figé sur mon siège, regardant le monde devenir flou, agrippant mon sac à dos comme s'il contenait mon âme. C'était comme si je laissais mon corps derrière comme un fantôme piégé dans une maison où je ne vivais plus. Plus nous nous éloignions, plus je m'attendais à ce que le soulagement s'installe dans ma poitrine. Mais il n'est pas venu. Ce qui est venu à la place était le silence. Un silence plus profond que tout ce que j'avais connu. Ce n'était pas la paix. C'était l'engourdissement. J'avais échappé, oui, mais je n'avais pas guéri. On ne sort pas d'un bâtiment en feu sans brûlure. On ne distancie pas des souvenirs qui vivent dans son sang. Je ne le savais pas encore, mais la vraie guerre ne faisait que commencer. L'université était un endroit étrange, lumineux, bruyant, plein de vie, et je ne savais pas comment être vivante. Ma colocataire de dortoir, Jenna, était gentille, trop gentille. Elle posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. D'où viens-tu? As-tu des frères et sœurs? Que faisais-tu pour t'amuser en grandissant? J'ai menti. J'ai créé une version de moi-même qui semblait plus sûre. Une fille qui aimait les livres parce que sa mère lui lisait des histoires. Une fille qui avait 3 frères aînés qui la taquinaient mais l'adoraient. Je souriais à travers chaque mot, mais mon intérieur hurlait. La nuit, je dormais à peine. Chaque coup à la porte me faisait sursauter. Je sautais au bruit de pas dans le couloir. Je tressaillais quand les garçons riaient trop fort. Je ne le comprenais pas à l'époque, mais je vivais dans une réponse traumatique. Mon cerveau était câblé pour le danger, attendant toujours la prochaine frappe. Et même si j'étais entourée de liberté, je vivais toujours comme une prisonnière. En littérature anglaise, nous avons lu Sylvia Plath. Ces mots ont fissuré quelque chose en moi. Le silence me déprimait. Ce n'était pas le silence du silence, c'était mon propre silence. Je l'ai ressenti dans mes os. Pour la première fois, j'ai approché mon professeur après la classe et demandé si je pouvais écrire des essais personnels pour mon examen de mi-session au lieu d'analyse formelle. Il a accepté. Je me suis déversée dans ces pages. Je n'ai pas écrit directement sur mes frères, mais la douleur était là en métaphore, en ombre, en suggestion. Une fille enfermée derrière un rideau de velours, ai-je écrit. Un sourire cousu avec du fil d'or. Quand il a rendu l'essai, il y avait une note. Tu dis la vérité même quand tu ne le fais pas. J'ai plié ce papier et l'ai gardé dans mon portefeuille pendant des années. Il est devenu mon encre, la preuve que quelqu'un me voyait, que je n'étais pas folle, que je n'étais pas invisible. Et lentement, quelque chose en moi s'est agité. Pas la guérison, mais quelque chose de proche. Dans ma 2e année, j'ai rejoint un groupe de survivants sur le campus. Je n'ai pas parlé pendant les premières semaines. Je me suis juste assise en cercle avec des étrangères qui portaient leur propre guerre. Une fille avait été molestée par son oncle, une autre par un enseignant. L'une n'avait jamais dit un mot à âme qui vive avant ce jour. Nous avons pleuré en silence. Nous nous sommes assises avec notre douleur. Et finalement, j'ai parlé. Je leur ai parlé de la porte du couloir, de la serrure, du silence, de la trahison. Je n'ai pas utilisé de nom, mais je n'en avais pas besoin. Les larmes sont venues rapidement. Mon souffle s'est coincé. Mon corps a tremblé. Et quand j'ai terminé,
Elles ne m'ont pas regardé avec pitié. Elles n'ont pas reculé. Elles ont hoché la tête, tenu ma main. Une fille a murmuré « Moi aussi, mon frère ». Et à ce moment, le monde a changé à nouveau. Je n'étais pas seule. Je n'avais jamais été seule. Il y avait d'autres personnes marchant avec ces cicatrices. Et pour la première fois, j'ai laissé quelqu'un porter le poids avec moi. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, j'avais cessé de me blâmer. Pas complètement, mais assez pour respirer. Je ne rentrais pas à la maison pour les vacances. J'envoyais des cartes postales vagues et brèves. Mon père appelait parfois, toujours joyeux, toujours fatigué. Je ne lui ai jamais dit. Je ne pensais pas que je le ferais un jour. Certaines vérités ne peuvent pas être survivies par tous. Je devais accepter que je n'obtiendrais peut-être jamais justice, que Gareth, Lowell et Tyran vivraient leur vie sans être touchés par les conséquences. Mais je construirais une vie en dépit d'eux. Ce serait ma vengeance. J'ai déménagé à Portland, commencé à travailler dans une maison d'édition. Je me suis entourée de livres, de personnes qui parlaient doucement et demandaient le consentement même en conversation. J'ai retrouvé le rire petit d'abord, puis plein. J'ai fréquenté une fois, puis une autre. C'était difficile. L'intimité me terrifiait. Mais je n'ai pas abandonné, parce que survivre n'était plus suffisant. Je voulais vivre. Pleinement. Bruyamment. Sans honte. Et je le ferai, même si cela me prenait toute une vie. 10 ans ont passé. 10 années entières. J'ai construit une vie. Pas parfaite, pas sans lutte, mais la mienne. Je vivais dans un petit appartement avec des plantes sur chaque rebord de fenêtre et du jasy doux bourdonnant en arrière-plan. J'avais des amis. Pas beaucoup, mais le genre qui restait même quand je disparaissais pendant des semaines dans ma tête. Je n'avais pas parlé à aucun de mes frères. Garay avait une famille maintenant des photos. Sont apparus dans un émail transféré d'un vieux parent. Lowell avait déménagé au Texas. Tyran vivait toujours près de Steubenville. Parfois, je me demandais s'ils se souvenaient. S'ils s'asseyaient jamais dans le noir avec le regret griffant leur poitrine. Mais je n'ai jamais tendu la main. Jusqu'à une froide nuit d'automne, quand je me suis retrouvée incapable de dormir. Je me suis assise à mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes juridique, et j'ai écrit une lettre. Cher Tyran, elle commençait. Ma main tremblait. Je ne savais pas si je voulais la vengeance ou la clôture. Je savais juste que les mots avaient attendu assez longtemps. Je lui ai tout dit, ce que cela faisait. À quoi il ressemblait pour moi. La peur, la trahison, le silence. J'ai tout écrit. Pages et pages de souvenirs que j'avais enterrés. Tu m'as regardé voler en éclats. Ai-je écrit. Et tu n'as rien fait. C'était ton choix. Tu dois vivre avec ça. Je ne me suis pas retenue. Je lui ai dit comment j'avais crié, et personne n'était venu. Comment chaque coup à la porte envoyait encore mon cœur se cacher. Et puis je lui ai posé une question que je n'avais jamais osé dire à haute voix auparavant. Y penses-tu? Ressens-tu quelque chose? J'ai terminé la lettre avec ceci. Je ne te pardonne pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'avais besoin que tu saches que j'ai survécu. Tu ne m'as pas détruite. Tu n'as plus le droit de posséder mon histoire. Je l'ai scellée. Adressée. Puis, j'ai fixé l'enveloppe toute la nuit. À l'aube, je l'ai portée à la boîte aux lettres. Et j'ai figé. Je suis restée là longtemps. Mes doigts planaient au-dessus de la fente. Déposer cette lettre changerait quelque chose pas seulement pour lui, mais pour moi. Cela signifierait rouvrir des blessures que je m'étais apprise à vivre autour. Cela signifierait inviter le passé de retour dans le présent. J'ai pensé à Mademoiselle Soleil, au cercle de survivants, à la fille que j'étais autrefois recroquevillée dans un coin, essayant de disparaître. Est-ce que l'envoi de ceci l'aiderait à guérir? Ou est-ce que cela la piégerait à nouveau? En fin de compte, je n'ai pas posté. Je suis retournée, j'ai déchiré la lettre en morceaux, et je l'ai brûlée sur mon balcon. La fumée s'est enroulée dans le ciel comme une prière. Pas pour lui, pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de sa réaction. Je n'avais pas besoin de voir la culpabilité ou le déni ou le silence. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire. C'était suffisant. Parfois, le pouvoir n'est pas dans le fait d'être entendu. C'est dans le fait de savoir que tu n'en as plus besoin. Cet hiver-là, mon père est décédé. Une crise cardiaque dans son sommeil. Paisible, a dit le médecin légiste. J'ai volé vers Lowell pour les funérailles. Première fois en presque 15 ans. La maison est exactement la même. Plus petite maintenant. Plus silencieuse.
sentait toujours le vieux café et le nettoyant de pain. Je n'y suis pas restée. J'ai réservé un motel à la périphérie de la ville. Garet et Lowell sont venus avec leur famille. Tyran se tenait seul près du premier banc. Nos yeux se sont rencontrés pendant une seconde. Juste une. Il a hoché la tête. Pas moi. Pendant le service, ils ont dit toutes les bonnes choses. Homme travailleur. Père aimant. Dévoué. J'étais assise avec mes mains sur mes genoux, me rappelant ses baisers sur mon front. La façon dont il m'appelait rayon de soleil. La façon dont il ne m'a jamais vu me noyer. Après l'enterrement, Gareth a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé. Louellal offert son numéro. J'ai refusé. Tyran n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Je me suis retournée et je suis partie. Et c'était ça. La clôture n'est pas venue comme une tempête. Elle est venue comme le brouillard du matin, lente, silencieuse, à peine perceptible jusqu'à ce qu'elle soit tout autour de moi. Après les funérailles, j'ai arrêté de rêver de la porte du couloir. J'ai arrêté de sursauter au bruit de pas. Pas d'un coup, mais régulièrement. J'ai rencontré quelqu'un Ben, des yeux gentils, des mains douces. Il ne m'a jamais demandé de me précipiter. Il a juste écouté. Une nuit, des années plus tard, je lui ai tout dit. Tout. Il a pleuré. Pas parce qu'il était horrifié, mais parce qu'il me comprenait enfin. Il m'a tenue comme si j'étais entière, comme si je n'étais pas brisée, juste meurtrie. Nous nous sommes mariés à l'automne. Petite cérémonie. Pas d'invité du passé. J'ai construit une nouvelle famille avec lui. Une famille choisie. Et quand les gens me demandent si je me suis jamais réconciliée avec mes frères, je dis ceci. Je me suis réconciliée avec moi-même. C'est la seule clôture dont j'avais besoin. La seule que l'on me devait jamais. Le reste, je l'ai laissé en Ohio, où il appartient. La vie a continué, ou du moins c'est ce que je me disais. Ben et moi avons acheté une maison en Oregon, entourée de grands pins et d'un silence qui ne semblait pas menaçant. Je travaillais dans une organisation à but non lucratif qui soutenait les jeunes femmes guérissant de traumatismes, une mission tacite que je portais comme un badge secret. Chaque fille que j'aidais me rappelait qui j'avais été autrefois. Je leur donnais des outils, de la sécurité, des choix, des choses que je n'ai jamais eues. Et cela a guéri des parties de moi que je ne savais pas être encore brisées. Puis, un jour, le passé a frappé à nouveau. Il est venu sous la forme d'un message Facebook que je n'attendais pas, de Tyran. Juste son nom a fait sécher ma bouche. Cela faisait plus de 20 ans. Le message était court. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais je suis malade. Stade 3. Je voulais dire, je suis désolée. Si jamais tu veux parler, voici mon numéro. Je l'ai fixé pendant des heures. L'air dans la pièce a cessé de bouger. J'ai montré le message à Ben. Il a attendu tranquillement, lisant mon visage. Veux-tu lui parler? A-t-il demandé. Je ne savais pas. Je n'ai pas ressenti de colère, pas immédiatement. Je me sentais étrange, comme si quelqu'un avait déterré un corps que j'avais enterré il y a longtemps. Non, ai-je murmuré. Mais je ne sais pas si c'est la réponse finale. Les jours suivants ont été lourds. Je n'arrêtais pas de me représenter le visage adolescent de Tyran, la façon dont il avait l'air quand il se tenait devant ma porte, après que tout soit fini. Cherchait-il la rédemption? Ou le soulagement? Et pourquoi maintenant? J'ai commencé à diger des lettres, dans ma tête à nouveau des lettres que je n'enverrai jamais. Je les ai écrites dans mon journal. Pourquoi penses-tu que ta douleur mérite mon attention? Et je ne te dois pas la paix juste parce que ton corps est défaillant. Mais une autre voix en moi disait, il était un garçon aussi, pris dans l'obscurité. Peut-être qu'il essaie enfin de trouver la lumière. Et je détestais l'entendre. Un soir, alors que la pluie tapait contre la fenêtre de la cuisine, j'ai pris le téléphone et composé. Ben était assis en face de moi, juste à l'écoute, toujours stable. Tyran a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix s'est brisée. Sérafina. Je n'ai pas parlé d'abord. J'avais besoin qu'ils remplissent leur silence pour une fois. Merci d'avoir appelé, a-t-il dit. Je ne pensais pas que tu le ferais. J'ai pris une profonde respiration. Je ne suis pas ici pour ta guérison, ai-je dit, fermement. Je suis ici pour la mienne. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas fait d'excuses. Il a dit. J'étais un lâche. Je l'ai vu arriver. Je me suis tenue aux côtés de Louell et Gareth parce que j'avais trop peur d'eux. Et trop peur de moi-même. J'y pense chaque jour. Il y a eu une longue pause. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes.
Je ne voulais simplement pas quitter ce monde sans te le dire à haute voix. Ces mots n'ont rien effacé, mais ils sont restés là, comme de la fumée pas étouffante, juste visible. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Je ne lui ai pas dit que je lui pardonnais. Je n'ai pas dit que c'était correct. J'ai juste écouté. Et quand il a toussé, long et grinçant, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. De la pitié. Peut-être. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour qui il est devenu. La maladie change les gens. Elle dépouille la fierté, la posture. Ce qui reste est la vérité. Il m'a dit que Gareth n'avait jamais parlé du passé, que Lowell était devenu prédicateur, qu'aucun des deux n'admettrait jamais ce qui s'est passé. Je ne veux pas mourir en prétendant que ce n'est pas arrivé, a dit Tyran. Je veux dire les mots, même s'il est trop tard. J'ai terminé l'appel avant qu'il ne devienne trop doux, trop familier. Je ne pouvais pas permettre cela. Mais je n'ai pas bloqué son numéro. Cette nuit-là, je me suis assise dehors, regardant les étoiles. Mon cœur ne se sentait pas plus léger, mais il ne se sentait pas écrasé non plus. Il se sentait juste présent. Comme si j'étais entrée dans une pièce que je craignais autrefois, et allumé la lumière. Un mois plus tard, une carte est arrivée. Pas d'adresse de retour. Juste mon nom, écrit en caractères d'imprimerie soignée. À l'intérieur se trouvait une courte note. Merci de m'avoir laissé parler. C'était déjà un cadeau que je ne méritais pas. Et Tyran. J'ai tenu la carte longtemps avant de la placer dans une boîte à chaussures remplie de mes journaux, cachée derrière de vieilles photographies. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Ben. Ce moment était le mien. Calme. Pas une clôture mais une reconnaissance. Parfois c'est tout ce que nous obtenons. Je n'ai pas eu de nouvelles de Tyran depuis. Je ne sais pas s'il est vivant ou parti. Mais je sais que si jamais j'écris mon histoire complète, j'inclurai cet appel téléphonique. Pas parce qu'il a mérité un chapitre, mais parce que moi oui, parce que survivre est une chose. Mais regarder ton passé dans les yeux et dire « Tu ne me possèdes plus cette autre chose entièrement », c'est quand tu cesses d'être une victime. C'est quand tu commences à vivre comme quelque chose de plus d'un témoin, une guerrière. Les années ont passé à nouveau. L'appel téléphonique avec Tyran s'est estompé dans la mémoire, mais il a laissé une empreinte permanente. Je suis retournée à mon travail, aidant les survivants à raconter leurs histoires, les aidant à construire des vies sur des fondations brisées. Je n'avais toujours pas écrit ma propre histoire, pas complètement. Des morceaux existaient dans des cahiers, des poèmes, des essais tranquilles que je n'ai jamais soumis. Ben m'encourageait doucement. Tes mots pourraient sauver quelqu'un, a-t-il dit. Ils t'ont déjà sauvé. J'ai hoché la tête, mais chaque fois que j'essayais de commencer, je me sentais comme si j'étais au bord d'une falaise sans parachute. Comment écris-tu sur une douleur si ancienne qu'elle vit dans ton ADN? Comment trouves-tu un langage pour des choses que tu n'étais pas autorisé à ressentir quand elles sont arrivées? Parfois je me demandais si le silence était une forme de guérison, si ne pas dire toute la vérité était la façon dont j'avais continué. Mais au fond, je savais que le silence n'était pas guérissant. C'était une protection, une très mince. Un après-midi, j'ai été invitée à parler lors d'une conférence pour les conseillers en traumatisme. Je n'étais pas l'orateur principal, juste un panéliste invité. Mais quand même, l'idée de me tenir devant des centaines d'étrangers et d'ouvrir ma bouche me terrifiait. J'ai pensé à chaque fois que j'ai essayé de parler enfant et que je ne pouvais pas. Chaque fois que j'ai dû mentir à un enseignant, à un médecin, à moi-même. J'ai presque refusé. Mais ensuite, j'ai rencontré une adolescente pendant l'une de nos sessions de soutien. Son nom était Lila. Elle avait été abusée par son demi-frère et n'avait parlé à personne depuis 2 ans. Un jour, elle m'a prise à part et murmuré. J'ai lu cet article que tu as écrit dans le journal de guérison. Celui sur la porte de couloir verrouillée. C'était moi. Je pensais être la seule. Et juste comme ça, j'ai su que je devais parler. Pas pour moi, mais pour Lila. Pour chaque fille se cachant encore derrière le silence, comme si c'était une armure. La nuit avant le panel, je suis restée éveillée à écrire mon discours. Je l'ai commencé 4 fois. J'ai déchiré 3 brouillons. Dans le 4e, j'ai dit la vérité. Pas seulement sur ce qui m'a été fait, mais comment cela m'a façonné. Comment cela m'a fait remettre en question ma valeur. Comment cela m'a fait me sentir comme une marchandise endommagée pendant des années. J'ai parlé des mensonges que j'ai racontés pour survivre. Je n'ai pas nommé mes frères. Je n'avais pas besoin de le faire. La salle n'avait pas besoin de nom. Elle avait besoin d'honnêteté. J'ai terminé par ceci. Ils pensaient qu'ils me brisaient.
Mais ce qu'ils ont construit à la place était quelqu'un qu'ils ne pouvaient ne pas effacer. Quand j'ai terminé, la salle était silencieuse. Pas vide, pas gênante, respectueuse. Puis, lentement, des applaudissements. Certains se sont levés. Certains ont pleuré. Mais tout ce dont je me souviens était la sensation dans ma poitrine, la douleur de la libération. J'avais parlé. À haute voix. À des gens qui m'ont entendu. Vraiment entendu. Et cette fois, personne n'a détourné le regard. Personne n'a fermé les rideaux. Après l'événement, une femme dans la Swaxen s'est approchée de moi. « Je suis de ta ville natale », a-t-elle dit. Stubbenville. Mon corps s'est figé, mais elle a souri doucement. J'enseignais dans ton lycée. Tu étais toujours si calme. J'aurais aimé savoir. J'ai regardé dans ses yeux et réalisé quelque chose d'important. Les gens veulent savoir, mais ils ne savent pas toujours comment demander. Elle n'était pas là pour me faire honte. Elle pleurait son propre silence. Et pour la première fois, je ne l'ai pas blâmée. Nous nous sommes serrés dans les bras. J'ai pleuré plus fort que je ne m'y attendais. Cette nuit-là, Ben m'a tenue dans le lit et murmuré « Tu n'es plus seule maintenant. » Et pour une fois, je l'ai cru. Je ne l'ai pas seulement cru, je l'ai ressenti. Profondément dans mes côtes. J'avais passé si longtemps à fuir des fantômes. Je n'avais pas réalisé que j'avais déjà construit une maison remplie de lumière. Il y aurait toujours de l'obscurité. Mais maintenant, je n'avais plus peur de l'affronter. Je l'avais nommée. Et cela a tout changé. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur et l'ai intitulé « Quand la porte s'est fermée ». Ce serait l'histoire que j'avais autrefois trop peur de raconter. L'histoire d'une fille qui n'a pas été crue, qui a trouvé sa voix en fragments et a appris à la recoudre. Je ne savais pas si je la publierais un jour, mais ce n'était pas le but. Le but était que je l'écrivais. À mes conditions, avec mes mots. Pas pour suppléer la justice. Pas pour faire honte. Mais pour dire j'ai vécu. J'ai enduré. Je suis sortie de l'autre côté non pas intacte, mais invaincue. J'ai regardé Ben dans la cuisine, fredonnant en faisant du thé, et j'ai pensé à toutes les versions de moi-même que j'avais portées enfant, survivante, fantôme. Et maintenant, enfin, j'étais une conteuse. L'histoire faisait encore mal. Mais maintenant, elle m'appartenait, à personne d'autre. Juste à moi. Écrire mon histoire n'était pas comme saigner, c'était plus comme une vieille peau. J'ai écrit lentement, soigneusement, m'arrêtant souvent quand les souvenirs semblaient trop forts. J'ai écrit sur la serrure de la porte du couloir. Le crissement du gravier sous les pneus de mon père, le cliquetis des doigts de Lowell, le changement sur le visage de Tyran le jour où Gareth est parti pour l'université. Je n'ai pas changé leur nom pas dans mon manuscrit. J'avais besoin de les voir, pleins et nets. Gareth, Lowell, Tyran. Les noms seuls me faisaient trembler les mains auparavant. Mais maintenant, ils restaient immobiles sur la page comme des preuves dans un procès que personne n'a jamais tenu. J'ai écrit sur mon silence, et comment ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la survie. J'ai écrit sur combien j'aimais mon père même si je détestais sa cécité. Et surtout, j'ai écrit sur la fille que j'avais été, effrayée, petite, inaudible. Chaque phrase que j'écrivais me donnait l'impression de tendre la main à travers le temps pour tenir la sienne. Un après-midi, en éditant le 3e brouillon, j'ai reçu un email. La ligne d'objet disait « Lowell Langlade contact ». J'ai figé. Mon curseur clignotait sur la page. Mon souffle s'est coincé. Je n'avais pas entendu son nom prononcé à haute voix depuis plus de 2 décennies. Le message était bref. « Séraphina, j'ai entendu dire que tu écris un livre. J'aimerais parler. S'il te plaît. » Juste parler. Je n'ai pas répondu pendant 1 semaine. J'ai marché avec. Dormi à côté. Mangé avec cela persistant au bord de mes pensées. Que voulait-il? Supplier le pardon? Justifier ce qu'il avait fait? Ou pire nier que c'était jamais arrivé? Ben a dit que je ne lui devais rien. Mais je savais que c'était un carrefour. Que je réponde ou non, la décision elle-même serait un poids que je porterais. Alors j'ai répondu. 3 mots, je t'appellerai. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais nauséeuse. Mais je me sentais aussi prête. Pour la première fois de ma vie, je me sentais prête à affronter la voix de mon passé. Nous avons programmé un appel pour dimanche. J'ai fait en sorte que Ben soit à la maison, pas parce que j'avais besoin qu'il parle, mais parce que j'avais besoin de quelqu'un pour témoigner que j'avais survécu au moment. Quand Lowell a répondu, sa voix semblait plus âgée, plus rauque. « Séraphina, a-t-il dit, je ne pensais pas que tu appellerais vraiment. » Je suis restée silencieuse.
les laisser remplir le silence. J'ai lu tes articles de blog, a-t-il continué. Ceux sur la guérison. J'ai reconnu des choses. Et j'ai commencé à me souvenir. J'ai interrompu. Tu n'as jamais oublié. Tu l'as juste enterré. Il y a eu une pause? Tu as raison, a-t-il dit doucement. Je l'ai enterré si profondément, je pensais peut-être qu'il resterait disparu. Mais ce n'est pas le cas. Il a parlé de thérapie, de culpabilité, de comment il s'était tourné vers la religion, pas pour la rédemption, mais pour un endroit où pleurer ce qu'il appelait la personne que j'ai choisi de devenir. J'ai écouté, mes mains serrées. Je ne lui faisais pas confiance. Je n'étais pas désolée pour lui, mais j'ai écouté. Et cela comptait. Il n'a pas supplié, il n'a pas pleuré, et cela l'a rendu plus facile en quelque sorte. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ce que j'ai laissé arriver. Et je me déteste pour ça. J'ai presque raccroché à ce moment-là, pas par rage, mais parce que j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je n'avais pas besoin de ça. Je n'avais pas besoin de sa culpabilité ou de sa confession. J'avais cru autrefois qu'entendre ces mots réparait quelque chose en moi. Mais ils ne l'ont pas fait. J'étais déjà réparée. Pas entière, peut-être. Mais réparée de la façon dont le verre brisé peut être remodelé en quelque chose de beau. J'ai écrit le livre, ai-je dit. Ce n'est pas pour toi. Mais tu y seras, et sais-tu. Je sais, je le mérite. Et pour la première fois de nos vies, il y avait un accord entre nous. Pas la paix. Pas la guérison. Juste la clarté. J'ai terminé l'appel avec une dernière phrase. Je t'ai survécu. J'espère que tu te survivras. Après cette conversation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, le vide. Mais pas le genre qui fait mal. Le genre qui vient après que quelque chose de lourd est soulevé. Comme l'écho d'un cri finalement dépensé. Je suis retournée à mon manuscrit et j'ai terminé le dernier chapitre cette nuit-là. Je l'ai envoyé à un éditeur le lendemain. 6 semaines plus tard, ils l'ont accepté. La couverture dirait, quand la porte s'est fermée, l'histoire d'une survivante. J'ai pleuré quand je l'ai vue imprimée. Pas parce que j'étais fière, mais parce que la fille qui murmurait autrefois dans des oreillers avait maintenant sa voix dans les librairies. J'ai continué à parler lors de plus d'événements, à serrer dans mes bras plus de filles comme Lila, et j'ai continué à écrire, j'ai continué à vivre. Le passé n'a jamais disparu, mais il a cessé de mener. Je suis devenue quelque chose de plus qu'un nom dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis devenue l'auteur de la mienne. Et cela a fait toute la différence. Le jour où quand la porte s'est fermée à toucher les librairies, je me tenais dans le coin arrière d'une boutique locale à Portland, et j'ai regardé une jeune femme le prendre. Elle a tenu la couverture comme si cela signifiait quelque chose, comme si cela pouvait répondre à une question qu'elle n'avait pas osé poser. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai jamais dit aux étrangers que c'était mon histoire sauf s'ils demandaient. La vérité est que ce n'était pas à propos de moi étant reconnue. C'était à propos de ce livre existant dans le monde. Une carte pour la guérison de quelqu'un d'autre. Une main tendant à travers l'obscurité. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un appel de l'éditeur. C'est tendance, ont-ils dit. Les gens en parlent. Club de lecture, forum, réseau de survivants. Je me suis assise sur le canapé, stupéfaite. Je pensais que je me sentirais fière. Mais surtout, je me sentais calme, immobile, comme si je venais de terminer un marathon pieds nus. Parce que c'est ce que c'est dire la vérité, c'est douloureux, mais ça t'emmène quelque part. Et ceci, c'était quelque part. Les critiques sont venues par vagues. La plupart étaient favorables, puissants, bruts, courageux. Mais ensuite sont venus les autres. C'est trop graphique. Pourquoi déterrer le passé? Elle essaie juste de faire honte à sa famille. Je m'y attendais. Je m'y étais préparée. Mais ça piquait quand même. Certains m'ont même accusé de mentir. Comme si quelqu'un voulait ce genre d'attention. Ban me tenait chaque fois que le doute s'insinuait. Tu ne l'as pas écrit pour eux, me rappelait-il. Tu l'as écrit pour elle. Et il me désignait. La petite fille que j'étais autrefois. Et les centaines de petites filles encore là-bas, terrifiées derrière des portes verrouillées. Je me suis rappelé que la vérité menace toujours ceux qui bénéficient du silence. Je me suis dit que si juste une survivante se sentait moins seule grâce à mon histoire, alors chaque blessure que j'avais rouverte en valait la peine. Même si le monde n'était pas gentil, j'étais enfin gentil avec moi-même et cela comptait plus. 3 mois après la sortie, j'ai été invitée à faire une interview en direct à la télévision nationale. L'hôte parlait doucement, respectueusement,
mais était curieux. Tes frères sont-ils au courant du livre? A-t-il demandé? T'ont-ils contacté? J'ai pris une longue respiration. Oui, l'un d'eux l'a fait. Les deux autres non. Mais ce livre n'a pas été écrit pour eux. Il a été écrit à cause d'eux. Il a hoché la tête. Leur pardonnes-tu? Silence. J'ai regardé dans la caméra et dit la vérité la plus difficile que j'avais jamais prononcée publiquement. Le pardon n'est pas une porte que je dois ouvrir. Pas pour eux. Mais pour moi-même, j'ai pardonné à la version de moi qui est restée silencieuse. J'ai pardonné à la fille qui pensait qu'elle n'était pas digne d'amour. C'est le seul pardon que je dois. Les gens ont applaudi. Certains ont pleuré. Mais ce qui comptait le plus était la liberté que j'ai ressentie à ce moment. Je n'avais pas seulement survécu, j'avais revendiqué ma vie, mon histoire, mon identité, pleinement, sans honte, sans excuse. Cette même semaine, j'ai reçu une lettre de Gareth, manuscrite. Pas d'adresse de retour. Juste une page et demie de défense, de déni et de colère à peine voilée. Tu détruis le nom de cette famille, a-t-il écrit. Je ne t'ai jamais touché. Tu inventes des choses pour vendre des livres. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans un dossier étiqueté inchangé, et l'ai rangée. Parce que c'est ce qu'il était inchangé. Sa vérité n'avait jamais grandi. La mienne si. Je n'ai pas répondu. Pas par peur mais, parce qu'il ne méritait pas le souffle qu'il faudrait pour expliquer qui j'étais devenue. Et je n'avais plus rien à prouver. Gareth vivait dans une cage de sa propre fabrication. Ce n'était plus mon fardeau. Mon livre n'était pas une confession. C'était une déclaration. Et peu importe combien fort il criait dans son propre vide, il ne pouvait pas me faire taire. Il ne pouvait pas me décrire. Il ne pouvait pas déshabiter ma vérité. Des années ont passé depuis la sortie du livre. Je reçois encore des lettres, certaines remplies de gratitude, certaines de chagrin, certaines avec des confessions de douleur jamais exprimées auparavant. Des survivants me remerciant d'être la voix qu'ils ne pensaient jamais pouvoir avoir. Des parents qui ont finalement cru leurs enfants après avoir lu mes pages. Des femmes qui ont dit « Tu m'as donné la permission d'être en colère. » Ces lettres, je garde chacune d'elles. Ce sont des rappels que mon histoire est devenue plus qu'un souvenir. Elle est devenue un pont, une arme, un bouclier. Certains jours, je vacille sur le porche avec Ban et regarde le coucher de soleil, tenant une de ces lettres sur mes genoux. Nous ne parlons pas. Nous n'en avons pas besoin. Parce que le silence qui me noyait autrefois, il ne me possède plus. J'ai toujours des cicatrices, j'ai toujours des cauchemars, mais j'ai aussi du pouvoir. Et c'est ce qu'ils n'ont jamais prévu que je trouve. C'est ce que je porte en avant maintenant. Le poids de la vérité et la force qu'elle m'a donnée. C'était un froid matin de printemps quand j'ai été invitée à parler dans un lycée à Seattle. J'ai presque refusé les adolescents pouvaient être un public difficile et je n'étais pas sûre qu'ils étaient prêts pour le poids de mon histoire. Mais quelque chose en moi a dit oui. Peut-être parce que je me souvenais de ce que c'était d'être jeune, effrayée et sans voix. L'auditorium était plein. Je me tenais derrière le podium, les mains tremblantes, le cœur stable. Je n'ai pas édulcoré la vérité. J'ai parlé de douleur, de trahison et de survie. J'ai utilisé le mot viol. J'ai utilisé le mot frère. J'ai regardé leur visage changer de décontracté à fixé, les yeux grands ouverts, la posture immobile. Et puis, au premier rang, je l'ai vue. Une fille dans un sweat-cire gris, les manches tirées sur ses mains, les cheveux couvrant la moitié de son visage. Mais ses yeux pleuraient même avant que les larmes ne tombent. J'avais vécu ce regard, et je n'ai pas détourné les yeux. Après la conférence, une foule s'est rassemblée. La plupart posaient des questions polies: comment j'ai avancé, comment j'ai trouvé l'amour, comment j'ai écrit le livre. Mais la fille au sweat-shire se tenait à l'écart, seule. J'ai attendu. Elle s'est approchée lentement, comme une biche dans les hautes herbes. « Ton nom est Sarafina, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. J'ai hoché la tête. Elle a hésité, puis murmuré. « Mon frère. » J'ai pris ses mains. « Tu n'as pas besoin de le dire. Je sais déjà. » Ses épaules se sont effondrées, mais je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Nous nous sommes assises au bord de la Seine, juste nous deux. Elle n'a pas parlé pendant longtemps. Elle a juste respiré, saccadée et rapide. Finalement, elle a demandé « Est-ce que c'est correct si je le déteste ?» Je l'ai regardée dans les yeux et dit « Oui, c'est plus que correct, c'est humain. » Elle a commencé à sangloter et je l'ai tenue. Pas comme une conférencière, pas comme une auteure, comme quelqu'un qui comprenait.
Je suis restée en contact avec elle. Son nom était Skylar. 15 ans, élève d'honneur, doué en mathématiques. Personne ne soupçonnait ce qui se passait derrière les portes fermées. Sa famille semblait parfaite de l'extérieur. Mais la nuit, m'a-t-elle dit, je dors avec la porte de mon placard bloquée, juste au cas où. Sa douleur a fissuré quelque chose en moi à nouveau, parce que cela prouvait que le cycle était toujours vivant dans différentes maisons, dans différentes voies, sous de nouveaux noms. Mais aussi, cela m'a rappelé pourquoi j'ai raconté mon histoire. Pour que quelqu'un comme elle ne pense pas qu'elle était la seule. J'ai mis Skylar en contact avec un thérapeute local. Je l'ai aidé à commencer à tenir un journal. Je l'ai encouragé à enregistrer sa vérité. Et finalement, avec un courage tremblant, elle l'a dit à sa mère. Ça ne s'est pas bien passé au début. Sa mère ne voulait pas y croire. Mais Skylar n'a pas abandonné. Elle a continué à parler. Et lentement, sa voix est devenue un marteau contre le mur du déni. Et ce mur, il a commencé à se fissurer. 3 mois plus tard, Skylar a témoigné au tribunal. Son frère a été inculpé. Le jour où elle a pris la parole, elle portait un bracelet en argent que je lui avais envoyé par la poste. À l'intérieur était gravé « Ta voix est suffisante. J'ai suivi le procès de loin. » Elle a dit sa vérité claire, féroce, sans excuse. Son histoire a fait la une du journal local. Certains lecteurs l'ont traitée de menteuse. D'autres l'ont appelée courageuse. Mais je savais ce qu'elle était vraiment libre. Quand le verdict est tombé coupable, Skylar m'a appelé, pleurant à nouveau. Et est partie. Pour longtemps, a-t-elle dit. Et je suis toujours là. Je lui ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne d'autre. Je n'ai pas parlé quand j'avais ton âge. Mais te regarder, c'est comme regarder la version de moi qui a finalement eu la chance. Elle a ri à travers les larmes. Je pensais que tu m'avais sauvée, mais je pense que peut-être, je t'ai sauvée aussi. Et elle avait raison. Parce que la guérison n'est pas à sens unique. Parfois l'élève redonne l'air dont l'enseignant ne savait pas avoir besoin. Cette nuit-là, j'ai imprimé l'histoire de Skylar et l'ai rangée dans la même boîte à chaussures où vivaient mes vieux journaux. La boîte était pleine maintenant lettres, confessions, transcriptions de tribunal, enfance brisée essayant de devenir entière. J'ai placé ces pages sur le dessus et murmuré « Merci, parce que les histoires ne se terminent pas avec nous. Elles ondulent vers l'extérieur. » La voix de Skylar n'a pas seulement fait écho à la mienne, elle l'a élargie. Lui a donné une nouvelle force, une nouvelle raison. J'ai regardé par ma fenêtre la lune et pensé à toutes les filles et tous les garçons là-bas qui attendent encore de parler, qui se cachent encore dans des chambres, qui croient encore que leur douleur est trop désordonnée pour être crue. Et je leur ai promis s'ils tendent jamais la main pour une voix, la mienne sera toujours là, forte, vraie, prête, parce que c'est la vraie fin de mon histoire. Pas un tribunal, pas un contrat de livre, mais une fille dans un sweatshirt trouvant son courage. Et moi, assise à côté d'elle, murmurant ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a longtemps. Tu n'es pas seule, plus maintenant. J'ai été invitée à Washington, D.C., pour une exposition nationale de sensibilisation sur le traumatisme et la survie de l'enfance. Je ne m'attendais pas à grand-chose, juste un autre événement, un autre panel, un autre microphone. Mais quand je suis entrée dans la galerie, quelque chose m'a arrêté net. Sur le mur du fond se trouvait une gigantesque fresque faite de centaines de photos, disposées pour former un seul visage. Mon visage. Moi, en noir et blanc, regardant devant pas comme une victime, mais comme une survivante. Le conservateur s'est approché avec un doux sourire. Nous avons rassemblé des photos de survivants, d'orateurs, d'écrivains, des personnes qui ont changé la conversation. Tu es l'une d'elles. Je n'avais pas de mots. Mes genoux se sentaient faibles. J'avais été invisible pendant si longtemps qu'être vue comme ça si audacieusement, si définitivement a secoué quelque chose en moi. Pas la honte, pas la peur, mais l'admiration. Parce qu'une partie de moi avait autrefois été enterrée derrière une porte verrouillée, et maintenant moi l'encadrer dans la lumière. Témoigner, inoublier. J'ai erré dans l'exposition lentement. Chaque cadre contenait de la douleur, oui mais aussi du pouvoir. Des témoignages d'enfants, maintenant adultes, qui avaient enduré l'impensable. Certains ont écrit des lettres à leurs agresseurs. D'autres ont écrit à leur moi plus jeune. Une citation m'a arrêtée dans mon élan. Ils ont pris mon corps, mais ils n'ont pas pu prendre mon avenir. J'ai pressé ma paume contre le verre, submergé. C'est ce qu'était cet endroit, un temple construit non sur la tragédie, mais sur le triomphe. J'ai pensé à y amener Ben un jour.
peut-être Skylar aussi. Je l'ai imaginée debout devant ces histoires, se voyant reflétée, comprenant qu'elle appartenait à une plus grande tribu de guerriers. Les survivants croient souvent qu'ils sont seuls, que personne ne comprendra jamais leur langage de silence. Mais des pièces comme celle-ci prouvaient le contraire. Nous sommes nombreux. Et bien que nos histoires commencent dans les ombres, elles se déplacent toujours vers la lumière. Cet après-midi-là, j'ai écrit un nouveau vœu dans le livre d'or. Je ne fermerai plus jamais ma bouche. Plus tard ce soir-là, on m'a demandé de lire de mon livre pour une veillée aux chandelles. La salle était bondée survivants, alliés, familles, même législateurs. Je me suis avancée vers le podium, livre en main, mais je n'en ai pas lu. Au lieu de cela, j'ai parlé librement. Il y a 3 noms que je pourrais vous donner maintenant. Noms de garçons qui m'ont brisé. Noms que je murmurais autrefois dans des cauchemars. Mais ce soir n'est pas à propos d'eux. Ce soir est à propos de la fille qui a crié dans un oreiller et n'a jamais abandonné. C'est à propos de la femme qui s'est levée de ce lit et a construit quelque chose de beau à partir de choses brisées. Cette femme est moi, et elle est aussi vous. La salle est devenue silencieuse. Une par une, des bougies se sont allumées, et dans ce doux silence lumineux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas prévu: la paix. Pas l'absence de douleur, mais la présence de but. La douleur avait un sens maintenant. Le silence avait été brisé, et à sa place, quelque chose de sacré demeurait. Le lendemain matin, une jeune journaliste m'a demandé si j'avais des regrets. J'ai fait une pause. Je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt, ai-je dit. Mais je ne regrette pas d'avoir survécu. Je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Je ne regrette pas d'être devenue la femme que je suis maintenant. Elle a hoché la tête. Que dirais-tu à cette petite fille que tu étais autrefois? La question m'a prise au dépourvu. J'ai regardé mes mains, des mains qui avaient autrefois tremblé sous la peur, maintenant stables. Je dirais: je suis tellement désolée que personne ne t'ait protégée, mais je te promets un jour, tu protégeras les autres. Les larmes ont piqué mes yeux, mais je ne les ai pas cachées. C'est ça la guérison, ce n'est pas toujours propre. C'est irrégulier, désordonné et lent, mais c'est réel. Et une fois qu'elle commence, elle ne se termine jamais vraiment. Elle continue simplement à se déployer, comme des pétales après un long hiver. Je me suis éloignée de cette exposition en me sentant plus âgée, oui, mais aussi plus légère, comme si j'étais enfin revenue à moi-même. Quand je suis revenue en Oregon, j'ai ouvert la boîte de journaux que j'avais sauvée au fil des ans. Page après page de souvenirs, de gribouillages, de douleurs griffonnées dans l'obscurité. Mais cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Parce que j'ai vu à quel point j'étais venue loin. Comment la fille qui craignait autrefois la porte du couloir était devenue une femme qui se tenait devant des foules et parlait feu-feu. J'ai pris les pages et commencé à les organiser. Pas pour un autre livre, pour un héritage. Un jour, quand je ne serai plus là, je veux que quelqu'un trouve ces mots et sache: j'ai vécu. Je me suis levée. J'ai dit la vérité. Et ce faisant, j'ai transformé mes cicatrices en une histoire qui pourrait survivre au silence. C'est mon vœu final. Pas la vengeance, pas la rétribution, mais le souvenir. Parce que la pire chose qu'ils ont faite a été d'essayer de m'effacer. Et la plus grande chose que j'ai jamais faite a été de refuser de disparaître. C'était un mardi ordinaire quand le passé a frappé à nouveau pas, comme une lettre, pas comme un rêve, mais comme un homme dans un café. Je venais de terminer une réunion avec un directeur d'organisation à but non lucratif, sirotant du chai et révisant des propositions de subvention, quand j'ai entendu mon nom. Sérafina? J'ai levé les yeux et elle était là. Garée. Grise aux tempes. Toujours large d'épaules. Mais les yeux étaient plus âgés maintenant. Et creux. Je n'ai pas bougé. Mon corps s'est raidi, comme autrefois quand j'entendais des pas dans le couloir. Il semblait nerveux. Je ne savais pas que tu vivais ici, a-t-il dit. J'ai hoché la tête lentement, incertaine si ma voix pouvait être fiable. Je suis ici pour un séminaire. J'ai vu la librairie. J'ai vu ta photo. Ses doigts tremblaient autour de sa tasse. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Mon silence n'était plus de la peur, c'était du contrôle. Pour une fois, j'avais le pouvoir. Et il le savait. Il s'est assis en face de moi sans demander. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai pas souri non plus. Le silence entre nous était épais de tout ce qui n'était pas dit. « Tu me détestes, a-t-il dit, les yeux fixés sur les miens. Tu devrais. Je le ferai. Je n'ai pas cligné des yeux. Tu n'es pas ici pour moi, ai-je dit.
Tu es ici pour toi-même. Il a hoché la tête. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être une clôture. J'irai une fois calme, Amé. La clôture est un luxe que tu as perdu le jour où tu as fermé cette porte de couloir derrière toi. Il a grimacé. Je me souviens. De chaque détail. Je l'ai étudié. Pas comme je le faisais autrefois, terrifiée et petite. Je l'ai étudié comme une étude de cas. Un spécimen. Tu es venu jusqu'ici pour dire quoi? Il a hésité. Pour demander si tu as guéri, je me suis penchée en avant, voix calme. J'ai guéri en dépit de toi. Pas grâce à toi. Ma vie maintenant. Elle est à moi. Tu n'as pas le droit de prendre crédit pour ma guérison. Il a détourné le regard. Pour la première fois, j'ai vu la honte. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, j'ai des filles maintenant, des adolescentes. Et chaque fois que je les regarde, je pense à toi. Je me demande comment je suis devenue ce que j'étais. Je n'ai pas offert de réconfort. Je n'ai pas dit c'est bon. Parce que ce ne l'était pas. Et ce ne le serait jamais. Tu es devenu ce que tu as choisi, ai-je dit. Personne ne t'a tendu un scénario. Tu l'as écrit toi-même. Il a hoché la tête lentement. Je suis désolée, Serafina. Mais les mots semblaient minces. Ils sont tombés entre nous comme des plumes, trop légers pour porter quoi que ce soit de réel. Je me suis levée, j'ai tiré mon manteau sur mes épaules. Je n'ai pas besoin de tes excuses. J'avais besoin de sécurité. Et tu me l'as volé. Alors non, je ne te pardonne pas. Mais je n'attends plus que tu demandes. Il m'a regardé comme s'il voulait dire plus, mais je me suis retournée et je suis sortie. Mon souffle n'a pas tremblé. Mes genoux n'ont pas vacillé. Pour la première fois, je l'ai laissé derrière à mes conditions. Quand je suis rentrée à la maison, Ben a remarqué le regard dans mes yeux. Que s'est-il passé? A-t-il demandé. Je l'ai vu, avais-je dit. Gareth. Ben a tendu la main pour la mienne mais n'a pas parlé. Il savait mieux que de précipiter les choses. Je me suis assise, lentement, traitant la rage tranquille qui mijotait en dessous. Il ressemblait à un homme. Mais je voyais encore le garçon. Celui qui fermait les portes derrière lui et croyait que je resterais piégée pour toujours. J'ai ouvert mon journal, les mains toujours stables. « Et comment te sens-tu maintenant » a demandé Ben. J'y ai réfléchi. Claire, ai-je dit. Pas libre, pas légère, juste claire. Comme si quelqu'un avait retiré la dernière écharpe de ma peau. J'ai écrit sur Gareth cette nuit-là. Mais je n'ai pas écrit son nom. Je l'ai appelé ce qu'il avait toujours été dans mon esprit, celui qui m'a appris ce que le silence pouvait faire. Et puis, j'ai écrit sur moi-même. Pas comme une survivante. Pas comme une victime. Juste comme une femme qui a enduré et gagné. Le jour suivant, j'ai reçu un petit colis par la poste. Pas de notes. Juste une copie de mon livre écorné, souligné et plein de post-it. J'ai reconnu l'écriture de Gareth. Sur la couverture intérieure, une ligne était écrite d'une encre tremblante. Elle s'est levée, et je ne mériterai jamais de me tenir à ses côtés. J'ai fermé le livre et l'ai placé sur une étagère différente, pas parmi mes récompenses, pas parmi mes journaux, mais dans un espace réservé aux reliques. Preuve. Pas de culpabilité, mais de règlement de compte. Parce que le règlement de compte compte. Il ne répare pas ce qui a été brisé, mais il marque l'endroit où le déni se termine. Et pour moi, c'était suffisant. Je n'ai pas écrit en retour, je n'ai pas appelé. J'ai avancé comme je l'avais toujours fait. Parce que c'était facile, mais parce que j'avais appris il y a longtemps. La chose la plus puissante qu'une femme comme moi puisse faire est de bien vivre, bruyamment, sans excuse, et surtout, sans attendre la permission des personnes qui ont essayé de la faire taire. Quelques mois plus tard, j'ai été nominée pour un prix national de défense des survivants. Je ne cherchais pas la reconnaissance. Je ne l'avais jamais fait. Mais la nomination a apporté des émotions que je n'attendais pas: chagrin, incrédulité et une étrange douleur de fierté. Je me suis souvenue de la fille que j'étais, se cachant sous des couvertures, priant pour le silence. Et maintenant, me voilà choisie, célébrée, nommée. La cérémonie s'est tenue à New York. Mon nom a résonné dans une grande salle de bal, suivie d'une ovation debout. Les gens se sont levés pour moi. Pas parce que j'étais célèbre, pas parce que j'avais de la richesse, mais parce que j'avais vécu. J'ai marché sur scène, les talons cliquettant comme une ponctuation. J'ai regardé dans la foule et vu des visages que je ne connaissais pas mais qui me connaissaient en quelque sorte. Ils ne voyaient pas une fille brisée. Ils voyaient une femme qui a enduré, qui s'est battue, qui a gagné.
Et alors que je me tenais au podium, j'ai pensé aux 3 noms que je n'ai jamais voulu porter et comment ils ne se tiendraient jamais ici à mes côtés. Je ne les ai pas nommés dans mon discours. Cela leur aurait donné trop. Au lieu de cela, j'ai dit « Ce prix est pour chaque enfant à qui on a dit de rester silencieux. Pour chaque femme qui vérifie encore ses serrures 2 fois avant de dormir. Pour chaque survivant qui n'a pas de livre ou de podium mais qui se réveille et choisit de vivre quand même. Vous êtes les héros. Vous êtes le feu. » La salle était silencieuse puis tonnante. Les gens pleuraient. D'autres hochaient la tête. Je savais que j'avais parlé pour plus que moi-même. Après, une femme s'est approchée de moi en coulisses. Elle avait 70 ans. Cheveux argentés, mains tremblantes. « Tu viens de raconter mon histoire, » a-t-elle murmuré. « Et je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai tenu sa main. »« Tu viens de le faire, » ai-je dit. Ce moment valait plus que n'importe quel trophée, parce qu'il prouvait quelque chose que j'ai toujours cru. Quand une femme dit sa vérité, elle crée de l'espace pour que d'autres respirent. Et le silence, une fois fissuré, ne peut jamais vraiment revenir. Quand je suis rentrée à la maison, il y avait une lettre qui m'attendait. Pas de mes frères. Pas des médias. D'un homme nommé Ellie, le plus vieil ami de mon père. « J'ai lu ton livre » a-t-il écrit. « Et j'ai besoin que tu saches soupçonner. » À l'époque, j'ai vu des choses. Les bleus, les sursauts. Mais je n'ai rien dit. Je pensais que ce n'était pas ma place. J'ai vécu avec ce silence pendant des années. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée. Je t'ai fait défaut. J'ai pleuré en lisant cela. Pas à cause de la colère, mais à cause de l'honnêteté. Ellie avait fait ce que peu avaient fait. Nommer sa part dans le silence. Et ça, c'était guérissant. Parce que les survivants n'ont pas seulement besoin d'excuses de leurs agresseurs, ils ont besoin de vérité des spectateurs, de ceux qui ont détourné le regard. Cette lettre n'a rien réparé, mais elle a rempli un espace en moi qui avait longtemps souffert pour que quelqu'un n'importe qui dise « J'aurais dû te voir ». Et je ne l'ai pas fait. Et je suis désolée. C'était sa propre forme de justice. La semaine suivante, on m'a demandé d'enseigner comme invité un atelier d'écriture pour les survivants de traumatisme. La plupart étaient de jeunes femmes. Certaines vivaient encore dans des refuges. Certaines avaient quitté la maison avec seulement un sac à dos et de la peur. Je me suis tenue devant elles et j'ai dit « Ce n'est pas un cours, c'est une clé. Utilisez vos mots pour ouvrir les portes qu'ils ont verrouillées sur vous. » Elles ont écrit en silence, tête baissée, stylos tremblants. Certaines ont pleuré. Une fille a déchiré sa page en 2. Une autre a plié la sienne en grue en papier. Cette nuit-là, j'ai lu leur travail seul dans la salle de classe vide. Ligne après ligne de douleur, d'espoir, de fureur et de feu. Ce n'étaient pas des personnes brisées. C'étaient des phénix. Reconstruisant. Réécrivant. J'ai laissé des notes sur chaque papier. Tu es courageuse. Tu es suffisante. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. J'ai collé une note à la porte de la classe. Raconte ton histoire avant que quelqu'un d'autre ne la raconte pour toi. C'est devenu la devise que je porterai dans chaque pièce par la suite. À la fin de l'année, j'avais parlé dans 15 États, 4 pays et des centaines de salles remplies de survivants. Chaque fois, j'apportais un morceau de moi-même et ramenais à la maison un morceau d'eux. La guérison, j'ai appris, n'est pas linéaire. Elle boucle, tourne, se fissure et se recoue. Certains jours, je me réveille encore de rêves où la porte se ferme derrière moi. Mais maintenant, j'ouvre les yeux et dis « Tu n'es plus là-bas ». J'embrasse Ben sur l'épaule. Je marche dans la cuisine. Je commence le café. La vie continue pas intacte, mais pas brisée. Et la fille qui pensait autrefois qu'elle ne serait jamais crue. Elle est toujours là. Elle écrit. Elle parle. Elle respire. Elle aime, et elle ne porte plus leur nom sur ses épaules. Leurs noms ne vivent que dans les ombres. Le mien. Le mien vit maintenant dans la lumière. Dans l'encre. Dans les voix qui s'élèvent derrière moi. Parce que la meilleure vengeance contre la cruauté est la joie. Et j'ai finalement trouvé la mienne. J'ai eu 60 l'automne dernier. Pas de fête. Pas de bougies. Juste moi et Ben sur notre porche arrière, enveloppés dans des couvertures de flanelle et regardant le ciel se transformer en or. 60 ans semblaient autrefois comme une fin. Un endroit où l'on arrête de poursuivre et commence à s'installer. Mais pour moi, cela ressemble à un début. J'ai passé mes 2 premières décennies enterrées sous le silence, les 2 suivantes à en sortir. Et ces 2 dernières à apprendre à voler. Pas loin de la douleur mais au-dessus, à travers. Certains jours, j'entends encore la porte du couloir. Certaines nuits,
Les souvenirs murmurent encore. Mais ils ne me prennent plus en otage. Je pensais autrefois que guérir signifiait oublier. Mais maintenant je sais cela signifie se souvenir sans se noyer. Cela signifie regarder tes cicatrices et voir la force au lieu de la honte. J'ai touché les lignes sur mon visage cette nuit-là et murmuré. Tu as survécu. Pas juste une fois. Pas juste à peine. Mais pleinement. Et c'est le miracle. J'ai finalement publié un deuxième livre fiction cette fois, mais enraciné dans la vérité. Une fille nommée June. 3 frères. Une porte rouge qui ne se fermait jamais. Les critiques l'ont appelé un triomphe hanté. Je l'ai appelé ma façon de lâcher prise. Pas de la vérité, mais du poids. La lourdeur qui m'avait suivi comme une ombre pendant si longtemps. Et les lecteurs se sont connectés. Des milliers m'ont écrit. Certains ont murmuré. C'était ma vie aussi. D'autres ont demandé. Comment as-tu survécu? Ma réponse était toujours la même. Parce que j'ai choisi de le faire. Pas parce que j'étais forte. Pas parce que j'étais spéciale. Mais parce que quelque chose en moi a refusé de mourir, même quand tout le reste essayait de l'enterrer. J'ai continué. Pas à pas. Page par page. Souffle par souffle. Jusqu'à ce qu'un jour je me regarde dans le miroir et ne vois pas une victime. Pas même une survivante. Mais une créatrice. Une constructrice. Une femme qui a transformé les cendres en architecture. Le silence en chanson. Je visite encore des écoles, des refuges, des librairies. Les salles changent, les gens changent, mais le besoin ne change jamais. Les gens ont toujours envie d'être vus, d'être crus. Parfois, j'apporte une petite clé avec moi inhant laiton. Rien de fantaisiste. Je la passe à une fille ou un garçon dans chaque salle et dis « Ceci est à toi maintenant ». Elle n'ouvre pas une vraie porte, mais elle ouvre quelque chose en toi. La plupart pleurent. Certains sourient. Une fille a demandé une fois « Pourquoi portes-tu toujours des clés ?» Et j'ai dit « Parce que j'ai passé trop longtemps enfermée. Maintenant, je veux m'assurer que personne d'autre ne reste derrière des portes fermées. » La clé est devenue un symbole, un rappel. Que la liberté n'est pas donnée, elle est revendiquée. Que le silence n'est pas un foyer, c'est un piège. Et que chaque voix compte, même les calmes. Surtout les calmes. J'étais autrefois cette voix. Maintenant, j'aide les autres à trouver la leur. Et c'est un but qui vaut la peine de vivre pour. Ben et moi avons récemment déménagé dans une maison plus petite près de la côte. Quelque chose à propos de l'océan me réconforte la façon dont il monte et descend, mais ne se brise jamais. Parfois, je m'assieds au bord de la mer et écris des lettres que je n'enverrai jamais. À ma mère, à mon père, même à la fille que j'étais. Je lui dis qu'elle était courageuse, qu'elle ne méritait rien de tout cela, qu'elle comptait alors, même quand personne ne le disait. Une lettre que j'ai enterrée dans une bouteille et jetée dans la marée. Pas pour clôture, pour libération. J'ai regardé les vagues l'emporter et murmuré. Va, sois libre. C'est à quoi ressemble la guérison maintenant, pas une ligne d'arrivée, mais un horizon. Toujours là, toujours en mouvement, et toujours m'invitant à avancer. Vers la paix, vers la douceur, vers la vie qu'ils n'ont jamais imaginé que je serais assez forte pour vivre. Mais je l'ai fait. Je le suis. Et je le serai toujours. C'est la vérité finale, ma vérité. Donc si tu lis ceci maintenant, si tu es assis dans ta propre chambre sombre, comptant les pas, questionnant ta valeur, écoute-moi. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. Tu es toujours là. Et cela signifie quelque chose. Cela signifie tout. Ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Et quelque part là-bas, une fille comme j'étais autrefois attend d'entendre cette vérité. Attend qu'on lui dise qu'elle est plus que ses blessures. Que sa vie est à elle à réclamer. Que la porte s'est peut-être fermée, oui mais qu'elle peut être ouverte à nouveau. Je suis Séraphina Langlais, j'ai été blessée. J'ai été réduite au silence, j'ai été oubliée. Mais maintenant je parle, j'écris, j'enseigne, je vis. Pas malgré mon histoire mais à cause d'elle. Et tant qu'il y aura du souffle dans mes poumons, je porterai un message aux confins de la terre. Tu peux survivre à cela. Tu le fais déjà. Merci d'avoir parcouru l'histoire de Séraphina Langlais avec moi. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je sais que ce n'était pas facile à regarder. Ce n'était pas juste une histoire, c'était un reflet de la douleur que trop de gens portent en silence. Si tu es un survivant, sache ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Ce qui t'est arrivé ne définit pas le pouvoir en toi. Si quelqu'un t'a déjà dit de simplement l'oublier, s'ils t'ont réduit au silence, s'ils ont détourné le regard pendant que tu souffrais,
Que cette histoire soit ton rappel, ta voix compte. Et il n'est jamais trop tard pour l'utiliser. Qu'enfin tu détiens la clé maintenant. Pour guérir. Pour la vérité. Pour la liberté. Si cette histoire t'a ému, s'il te plaît, partage-la. Tu ne sais jamais qui pourrait en avoir besoin. C'est et abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires qui parlent de vérité, de courage et d'espoir dans les endroits que le monde essaie d'oublier. Jusqu'à la prochaine fois. Continue à parler, continue à survivre, continue à vivre.